Frédéric, tu es le créateur de Alone in the Dark. Quelle est l'histoire de ce jeu? Au début du jeu, vous pouvez choisir entre deux personnages, un personnage féminin et un personnage masculin. Si vous prenez le personnage féminin, vous êtes l'héritière de Jérémy Hartwood, qui s'est suicidé dans des conditions mystérieuses dans cette maison. Donc vous venez prendre possession de votre maison. Ou vous choisissez le personnage masculin, qui est un détective privé engagé par une antiquaire pour expertiser les meubles. Enfin, dans les deux cas, vous arrivez dans la maison les mains dans les poches tranquillement, soit pour un petit boulot, soit pour prendre possession de la maison. Mais dès que vous avez passé le seuil de la porte, les portes claquent derrière vous et vous vous retrouvez prisonnier de cette maison. Et donc, le but du jeu est tout simplement de sortir de cette maison. Mais pour cela, il va falloir éviter pas mal de monstres, des choses comme ça, et surtout comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? La maison est sous l'emprise d'un sorcier qui envoie des serviteurs à lui, des esclaves, enfin différents monstres ou pièges, choses comme ça, pour prendre possession de votre corps, parce qu'il est mort depuis pas mal d'années, il a besoin d'un corps frais pour pouvoir se réincarner, donc vous êtes la proie de toutes les bestioles qui se baladent là-dedans. Le point fort de Alone in the Dark, ce sont les animations. Oui, les animations réalisées par Didier Chanfray. On a utilisé une technique qui se fait maintenant dans les dessins animés modernes ou dans l'image de synthèse depuis longtemps, qui est le fait de laisser l'ordinateur calculer les positions intermédiaires des images, mais ici, ça se fait en temps réel. C'est-à-dire qu'entre deux positions qui ont été réellement dessinées dans le temps, c'est-à-dire donc par exemple la première position celle-ci, la deuxième position celle-ci, si on a voulu que ceci se fasse en 1 seconde et que l'ordinateur est très rapide et qu'il s'aperçoit au bout d'1 dixième de seconde qu'il doit déjà afficher une autre image, il n'affichera les positions de l'articulation du personnage qu'à 1 dixième des positions. Ce qui fait que sur une machine rapide, il y aura jusqu'à 70 images secondes, alors que sur une machine lente, il n'y aura plus que 10, mais les temps des actions et des mouvements seront respectés. C'est une première mondiale? Je le pense, oui, je ne l'ai pas vu dans d'autres jeux vidéo du moins. Et c'est une première française. Tu as 26 ans, comment est-ce qu'on crée à 26 ans un jeu vidéo de cette qualité? Ça fait surtout très longtemps que je programme. J'ai seulement un bac D, mais je fais de la programmation depuis l'époque des MK14, ZX80, ZX81. Et j'y ai vraiment passé tout mon temps libre dedans, plus après tout mon temps tout court quand ça a été mon métier. Pendant une période de ma vie, j'ai quand même travaillé entre 15 et 20 heures par jour. Bon, il faut que j'étais vraiment passionné à cette époque-là. Mais enfin, pour en arriver à ça maintenant, c'est vraiment surtout du travail et de la passion, oui, c'est sûr. Tu as des projets? Oui, beaucoup. Bon, déjà, bien sûr, la suite de celui-ci, avec bien sûr des améliorations et visuelles, et techniques et scénariques. Oui, il faut qu'il soit mieux, c'est normal. Et j'espère aussi sur console, style Nintendo et choses comme ça, dès que les consoles de jeu permettront de pouvoir réaliser des animations vectorielles, tridimensionnelles comme Alone in the Dark, j'espère donc dessus faire des jeux plus basés sur l'action, bien sûr, pour les consoles, mais avec des animations qui ne se sont jamais vues encore sur console. Et tu penses que Nintendo va bientôt lancer une carte plus puissante? Normalement, oui, dans Tilt, c'était écrit. D'ailleurs, un circuit vectoriel l'année prochaine pour les consoles Nintendo. Et à ce moment-là, il y aura sûrement beaucoup de jeux utilisant cette méthode-là.